présent de s'intéresser aux marchés émergents. Et c'est Elena Kocheleva qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ce thème émergent, gérante chez Gemway Assets. Bonjour Elena. Bonjour. Bienvenue. Bon, comme partout ailleurs, la situation des émergents est compliquée, on le raconte tous les jours. L'environnement global macro est compliqué pour tout le monde. Il est compliqué également pour les émergents, avec le resserrement monétaire de la Fed, la force du dollar, etc., la volatilité des matières premières. Tout ça crée beaucoup de tensions, de frictions, d'incertitudes pour la sphère émergente. Néanmoins, quand on regarde les choses sur le plan de l'investissement, parmi la prudence généralisée, il y a quand même aujourd'hui des situations que vous voulez peut-être privilégier dans le portefeuille Gemway Equity, par exemple, Elena. Il y a quelques grands pays aujourd'hui que vous surpondérez légèrement, qui sont la Chine, l'Inde, le Brésil, et puis on pourra parler d'un joker peut-être pour 2022, qui sont les marchés du Moyen-Orient et notamment la bourse de Riyad, d'Arabie Saoudite. Mais si on prend les choses dans l'ordre, la Chine, vous avez été très prudent tout au long de l'année 2021 chez Gemway sur la Chine et l'investissement en Chine. Et puis, depuis quelques temps, vous trouvez qu'il est quand même intéressant peut-être de regarder à nouveau la Chine sur le plan de l'investissement, malgré une situation qui reste compliquée sur le plan économique et sanitaire en Chine, Elena. Effectivement, donc en fait, il y a eu un point d'inflexion fin de l'année dernière lors du rendez-vous de Politburo en décembre, où il y a eu un ton qui a changé. Il y a eu depuis un point d'inflexion qui s'est fait au niveau de la politique monétaire et également au niveau de la politique fiscale. En revanche, quid du Covid qui est arrivé de manière assez massive, importante, mi-mars à peu près. Et donc la décision du gouvernement de garder jusqu'à présent la politique zéro Covid. Et Xi Jinping l'a réitéré plusieurs fois dernièrement, de garder cette politique en cours. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, on a déjà 25% à peu près de l'économie qui est sous confinement partiel ou total. Donc, c'est un niveau qui s'est stabilisé depuis mai, depuis le début du mois de mai, qui était en croissance avant. Et si on compare un petit peu sur Hong Kong, on avait une période à peu près 3 mois, avec toute la période qui a duré, qui était très compliquée, notamment pour la population âgée. Et donc aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est le retour du trafic un petit peu dans l'économie, donc notamment au niveau des camions. Et d'autre part, le taux de vaccination des personnes âgées de plus de 60 ans, qui est aujourd'hui aux alentours de 60%. C'est un taux qui était à 52% à fin mars. Donc le taux progresse à peu près de 10% par mois. Donc on estime que d'ici juillet, on devrait avoir un taux de couverture d'à peu près 80%. Et juste une petite parenthèse à ce niveau-là, il y a beaucoup de critiques effectivement sur le Sinovac, et donc globalement le vaccin chinois, mais les études montrent qu'une troisième dose voilà, des personnes âgées, notamment pour les personnes âgées, c'est déjà relativement suffisant pour réduire les risques mortels. Ouais. Donc oui, vous estimez quand même que ce marathon de la lutte contre le Covid en Chine, on entre peut-être dans une... Le sprint final, j'en sais rien. Mais l'idée que les choses puissent être un peu mieux contrôlées et un peu moins strictement verrouillées autour de l'été, c'est quelque chose que vous avez en tête aujourd'hui pour l'économie chinoise et notamment pour la consommation chinoise. Oui, parce que la consommation souffre quand même. Si on regarde typiquement les chiffres, tous les chiffres de vente au détail et autres, le moral des ménages est quand même très affecté. Et voilà, l'économie industrielle également. Donc les indicateurs avancés sont plutôt vers le bas et prévoient un ralentissement fort. De fait, le deuxième trimestre, en termes de croissance du PIB et en termes des résultats des entreprises va être, j'ai envie de dire, le pire de l'année. On a vu une reprise en janvier et février. Ouais. En revanche, voilà, ça s'est inversé derrière. Il ne faut pas oublier, c'est qu'en octobre-novembre, on a le congrès, le 20e congrès du Parti communiste, qui est un moment important pour Xi Jinping. Aujourd'hui, la spéculation va de fait, mais probablement il va rester, avec le changement constitutionnel qui a eu lieu en 2018, il va rester au pouvoir. Aujourd'hui, plusieurs fois, il a réitéré le terme de stabilité qui est important pour lui, mais la situation d'emploi, la situation effectivement de morale des ménages et des industriels, des entreprises, c'est quand même très important. Donc on aura pour le congrès plus de 2000 personnes qui vont se déplacer à Pékin, donc il faut quand même un environnement plutôt
prospère ou en tout cas stable, j'ai envie de dire, pour que ces gens se déplacent physiquement. Donc, il faut un peu contrôler quand même la situation sur le terrain au niveau du Covid. Mais on sait très bien que la version Omicron, c'est pas un variant dont on peut se protéger en termes de transmission, n'est-ce pas? C'est un variant assez compliqué à contrôler, mais au moins limiter le taux de mortalité pour les personnes âgées. Donc, voilà, au fur et à mesure que la vaccination du troisième dose progresse, on devrait le stress sanitaire devrait retomber un petit peu quand même dans les prochains mois. La stabilité en vue du 20e congrès, ça passe aussi par une forme de réconciliation avec les grandes plateformes technologiques chinoises. Ça n'a échappé à personne, mais on aura, j'imagine, quelques photos ou en tout cas un report d'un grand symposium qui doit se tenir la semaine prochaine et qui va réunir les officiels du parti et les dirigeants de ces grandes compagnies, les Baidu, les Tencent, Alibaba et autres. C'est quoi? C'est un moment de réconciliation important. Est-ce que c'est un signal pour l'investisseur également, Elena? C'est un signal qui, pour l'instant, malheureusement, ne se concrétise pas vraiment. Pas pour toutes les entreprises d'un point de vue boursier. En revanche, lors du Politburo, du meeting de Politburo le 29 avril, il y a eu un changement de ton. Ils ont reconnu que les sociétés plateformes sont importantes pour l'emploi en Chine. Ce sont les sociétés qui emploient 200 millions de personnes quand même dans le pays. Et au premier trimestre, il y a eu beaucoup d'annonces de la part de ces sociétés de licenciements dans certains sous-segments. Donc, ils ont envoyé un signal au gouvernement. Le gouvernement a répondu. Il a dit, OK, bon, au bout de 18 mois de restrictions, on se rend compte que c'est important pour l'économie. Donc, effectivement, il y a un réchauffement, si on veut. Oui, exactement. Voilà, exactement, avec ces sociétés. De fait, aujourd'hui, c'est le secteur qui... je dirais pas forcément très surpondéré, il est légèrement surpondéré dans notre portefeuille, mais représente quasiment la moitié de notre exposition sur la Chine. Ouais. Et du coup, si on est quand même un peu plus prudent sur la partie tech, vers quoi on a envie de se tourner quand on investit en Chine comme vous le faites aujourd'hui, Elena? Donc les secteurs, on a toujours privilégié, mais on continue à privilégier ces premières choses, localisation. Donc ça va être les marques locales qui gagnent dans cet environnement quand même, il ne faut pas l'oublier, il va rester de fait pour plusieurs années à venir. C'est cette déglobalisation, si on veut, la rupture entre les États-Unis et la Chine. N'empêche, Apple reste la marque favorite en termes de téléphone pour les Chinois, mais globalement, les marques locales quand même gagnent des parts des marchés. Et puis, dans la technologie en général, donc on trouve pas mal de pépites là-dedans. Ça, c'est la première thématique. Deuxième thématique, tout ce qui est renouvelable. Et donc, encore une fois, la partie renouvelable, il y a pas mal de chaînes de production qui se trouvent en Chine, notamment dans le solaire, et c'est 70% des productions dans le monde proviennent de Chine. Et puis, pas mal d'autres sociétés qui sont dans le renouvellement du réseau électrique et autres, qui sont alignées aussi avec la décision de Pékin, déjà de raviver l'infrastructure et les dépenses d'infrastructure cette année, parce que c'est ça qui va vraiment driver la croissance. Et il ne faut pas oublier qu'encore une fois, fin avril, Xi Jinping a réitéré les 5,5% de croissance prévus pour cette année. On ne sait pas comment il va y arriver, hein, surtout avec les anticipations pour le deuxième trimestre. Mais il faudra quand même qu'il donne l'illusion qu'il y a 5,5% de croissance en Chine cette année. Exact. Depuis 2010, ils n'ont jamais raté de beaucoup. Donc on verra, mais en tout cas, l'objectif de croissance est toujours présent. Donc probablement une accélération de politique fiscale et monétaire une fois que la situation de Covid se stabilise sur le terrain. Autre grand pays émergent que vous privilégiez dans la zone Asie au sens large, c'est l'Inde. C'est vrai que ce n'est pas l'émergent dont on parle le plus souvent, mais c'est un pays qui continue d'afficher une croissance structurelle qui n'est pas remise en cause aujourd'hui par les investisseurs. Effectivement. En fait, l'Inde, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, il y a eu pas mal de réformes structurelles qui ont été implémentées, réformes fiscales, réformes bancaires et également immobilières qui sont très importantes pour le pays. Après, il y a eu donc l'absorption de ces réformes par l'économie et ensuite il y a le Covid. Donc en fait, depuis 18 mois, on voit ces réformes se concrétiser et apporter des fruits positifs et notamment le revenu fiscal qui surprend à chaque fois dans ce pays-là. Donc c'est un pays où on atteint entre 8 et 9% de croissance de PIB sur cette année et l'année prochaine. Donc c'est les prévisions du FMI.
Et en fait, une situation plutôt bonne, et notamment le gouvernement qui se concentre davantage sur les dépenses d'infrastructures. Et je ne dirais pas qu'il veut devenir la Chine de demain, mais en tout cas attire davantage d'investissements potentiellement. Et donc, on voit cette croissance se concrétiser d'une part. Et d'autre part, la situation, j'ai envie de dire, FX, si on veut, du pays. Historiquement, c'est un pays qui est assez... Devise, pardon. Ouais. Assez sensible oui. au prix de pétrole, parce qu'ils sont net importateurs du pétrole. Mais aujourd'hui, les niveaux de réserves sont bien positionnés au niveau des réserves. C'est 150 milliards de dollars de réserves pour l'Inde. Donc ça permet de quelque part de défendre un peu la devise. Oui. Et globalement, voilà. On les a vus intervenir. Il y a eu une petite hausse de taux surprise. Oui, ils interviennent un peu sur le Forex pour défendre la roupie. Mais ils ont les moyens de le faire. Et ils déroulent finalement un plan stratégique avec des investissements en infrastructure. C'est le thème investissement, croissance là, dans ce marché indien. C'est une population jeune et il n'y a pas de problématique d'augmentation du prix de travail, du coût de travail. Oui, bien sûr. Ouais. Bon. Autre grand émergent, alors là, qui va faire l'actualité dans les prochains mois, c'est le Brésil, avec une élection présidentielle en octobre, je crois. Oui, octobre, novembre, les 2 tours. Oui. Il y a 2 tours, voilà, qui opposera donc Jair Bolsonaro, président sortant, et Lula, de retour, 12 ans après avoir quitté le pouvoir. Bon, on aime toujours se passionner pour les grandes élections politiques, mais quand on est investisseur, il y a des enjeux particuliers derrière cette élection présidentielle au Brésil. Bon, aujourd'hui, l'anticipation, c'est que à peu près les 2 personnages sont centristes, les 2 politiques sont plutôt centristes. Il ne devrait pas y avoir de grandes réformes annoncées. Il n'y a pas de rupture prônée de part et d'autre. Exactement. Donc, le marché attend un Lula modéré et un Bolsonaro qui est contrôlé, j'ai envie de dire, par les équipes. Donc, ceci étant dit, donc l'écart entre les deux se réduit. Aujourd'hui, on a 45% à peu près de voix pour Lula et une trentaine de pourcents pour Bolsonaro. Et on peut avoir, encore on a 6 mois d'ici les élections, et on peut avoir en fait l'écart qui continue à se réduire. Et l'impact, c'est que derrière, autour des élections, on peut avoir un petit peu de volatilité pour les marchés. Sur les marchés, parce que voilà, si jamais Bolsonaro perd de très peu, on peut avoir un peu la version Trump de janvier. Bien sûr, oui. Voilà, donc ça peut créer un peu de volatilité. En revanche, l'économie bénéficie des cours des matières premières élevés. Donc on a révisé depuis le début de l'année la croissance du PIB pour cette année. Bon, elle reste quand même en dessous de 1%, mais bon, c'est déjà des révisions positives. Quid de l'année prochaine? On a une problématique quand même sur l'inflation, depuis déjà mi de l'année dernière, qui est quand même conséquente. On a une inflation à 2 chiffres depuis 8 mois déjà. En revanche, en termes de politique monétaire, et ça c'est très important, c'est qu'on a quand même passé au niveau de taux directeur de 2% en février de l'année dernière à 12,75% maintenant. Donc, en termes de politique monétaire, on est bien en avance. Donc, voilà, à ce niveau-là, le marché est plutôt... C'est vrai que généralement, beaucoup de banques centrales émergentes ont été assez proactives dès 2021 pour anticiper ce qui se passe aujourd'hui du côté de la Réserve fédérale américaine. Et puis alors, j'ai appelé ça le Joker 2022. Je dis Joker parce que c'est vrai que là aussi, alors pour le coup, c'est un petit monde dans les marchés émergents, mais on peut s'intéresser au Moyen-Orient parce qu'il y a des choses peut-être positives, constructives qui se passent là-bas. Alors, la grande bourse du Moyen-Orient, c'est la bourse de Riyad, notamment, avec l'indice qui est le Tadawul Index. Alors, vous aimez bien l'Arabie Saoudite. Je crois qu'elle est assez largement surpondérée dans le fonds Jamais Equity aujourd'hui. Elena, la question c'est, est-ce que c'est purement et simplement le thème pétrolier, hydrocarbures qui vous plaît dans le marché saoudien? C'est pas légitime. Est-ce qu'il y a d'autres histoires aussi qui apparaissent au-delà des thèmes hydrocarbures traditionnels qu'on peut regarder sur ce marché? L'Arabie Saoudite, au Moyen-Orient en général, c'est un peu littéralement le remplacement de la Russie, dans la mesure où un prix de pétrole élevé, il y a un impact infusion sur l'économie qui est positif. Sur les finances publiques et donc tout ce qui en découle, quoi. Exactement. Donc, le prix de l'essence qui est subventionné, les prix alimentaires qui sont également subventionnés, avec un potentiel de baisse de la TVA qui a été augmenté pendant la période du Covid pour compenser la baisse du pétrole à l'époque. Donc, aujourd'hui, il y a des mesures de soutien du consommateur saoudien. Donc, nous, on est largement surpondérés.
Dans l'indice, c'est à peu près 4,7%. La plupart des gérants, notamment émergents, sont sous-pondérés à la région. Donc, nous, on a un petit peu pris de l'avance là-dessus. Et puis, oui, donc il y a d'une part la partie pétrolière, mais il y a tout l'aspect consommateur. Et il y a plusieurs sociétés dans le secteur qui sont déjà présents et pas mal de pipelines, pas mal de sociétés qui vont arriver en bourse cette année, l'année prochaine. Et donc, nous, notamment, on a Tadawul aussi un portefeuille qui est un investissement intéressant pour avoir cette exposition de financiarisation de l'économie quelque part. Et puis encore une fois, c'est une économie qui est jeune, donc on a l'âge moyen c'est 30 ans, le consommateur est plutôt, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais plutôt riche, mais le consommateur saoudien plutôt riche, on a quand même un PIB par capita plus de $20 000, donc ça c'est assez intéressant, et un taux de participation des femmes au marché qui est assez bas, qui augmente année après année. Ouais. Donc, il y a quand même des réformes positives qui sont implémentées par MBS. Donc, voilà, c'est plutôt structurel. C'est assez intéressant. Et il ne faut pas oublier la devise qui est pégée au dollar. Donc, dans un environnement actuel... Très volatile, oui, d'avoir un peu de stabilité sur une paire de change, c'est intéressant. Exactement. Merci beaucoup, Elena. Merci pour ce tour d'horizon de quelques grands pays émergents que vous mettez plutôt en avant aujourd'hui, encore une fois, dans un contexte global macro qui reste compliqué et qui incite l'ensemble des investisseurs à rester globalement prudents. Elena Kocheleva qui était avec nous en plateau, gérante chez Gemway Assets. Voilà pour cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h pour une heure complète sur Bismart.